Que feriez-vous si vous aviez la possibilité de vivre éternellement? C'est une question à laquelle nous allons essayer modestement de répondre dans cette nouvelle vidéo. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV42, j'espère que vous allez bien, c'est DosGeek, votre accompagnateur, votre guide dans ce vaste univers qui est le monde de la culture geek. J'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Vous voyez, moi j'ai encore quelques petits soucis de voix, mais c'est pas grave, tout va bien. Je suis guéri depuis les vacances. Et tiens, j'ai eu un beau cadeau à Noël, il faudra que je vous le ramène à l'occasion d'une vidéo très prochainement. On va parler d'un sujet dont on a déjà parlé sur la chaîne, et ce sera l'occasion de vous ramener le cadeau que j'ai eu à Noël. Voilà, je vous le ferai découvrir dans une vidéo. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'immortalité, oui. Vous avez bien entendu. Car l'immortalité est enfin à nos portes. Elle est à notre portée. Nous avons enfin la possibilité de vivre pendant 450 000 ans. Oui. Et nous allons voir ça ensemble tout de suite dans cette incroyable vidéo. L'immortalité qui est aujourd'hui accessible pour chaque mortel. Pour cet inventeur de chez Google, voici pourquoi l'humanité sera capable de vaincre la mort d'ici 2030. Mais avant de démarrer, je vous invite, chers internautes, chers TV42 nautes, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager, à activer la petite cloche en bas de la vidéo. Et je n'avancerai pas plus loin tant que vous n'aurez pas effectué toutes ces démarches. Bien. Petit temps d'attente. Non, allez, on continue. Selon le romancier scientifique Ray Kurzweil, l'humanité est à deux doigts de trouver le secret de l'immortalité. Selon lui, ce rêve ou ce cauchemar, c'est selon, sera atteint grâce à la nanorobotique. Et il prédit que l'année 2023 sera une année charnière dans les avancées technologiques. L'année 2029. Malheureux, 2029. C'est pas un peu l'année de Blade Runner aussi? Non, je crois que c'est 2049. Enfin, je sais plus. En quelle année se déroule le premier Blade Runner? Ça m'interpelle, ça. Un film de science-fiction Ridley Scott, sorti en 82. Blade Runner... 2049, c'est la suite. Ah, ça se déroule en 2019. Voilà. C'est tout le temps avec des 9. Et même avec un crâne de 9. Un crâne d'œuf. Qui est Ray Kurzweil. Nous sommes dans une époque charnière en termes d'avancées techniques et technologiques. Les intelligences artificielles sont de plus en plus performantes et de plus en plus accessibles au grand public. De même, la robotique a fait un bond en avant ces dernières années, et l'avènement des androïdes personnels qui aident les humains au quotidien est très proche. Si toutes ces thématiques passionnent et inquiètent, elles feront partie intégrante de notre avenir proche. En effet, à en croire Ray Kurzweil, l'immortalité humaine est plus proche qu'on ne le pense. C'est un inventeur, un futurologue, un entrepreneur et un écrivain américain. Il est connu pour ses prévisions concernant l'avenir technologique de l'humanité. Il a fondé plusieurs entreprises dans le domaine de la reconnaissance vocale. Il est célèbre pour ses prévisions sur l'avancement rapide de la technologie et sur l'émergence de l'intelligence artificielle.
Il a notamment publié plusieurs livres sur le sujet, dont The Age of Spiritual Machines et The Singularity is Near. Né en 1948, il est, depuis 2012, depuis 2012, directeur de l'ingénierie chez Google. Google, une grosse référence en termes d'ingénierie sur Internet, d'informatique et aussi d'espionnage industriel. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'amuse. L'humanité bientôt immortelle. Mais autre spécialité de Ray Kurzweil, sa capacité à estimer la date de l'immortalité humaine. On trouve la première de ses prédictions sur le sujet dans son livre The Singularity is Near. Il estime que d'ici 2030, l'être humain aura atteint la singularité. Donc c'est ça en fait, la singularité, c'est ce qu'ils appellent ce concept-là. C'est le moment, le point de bascule où on aura accès enfin à cette immortalité. La singularité, c'est une théorie proposée par Ray Kurzweil qui suggère qu'un point de rupture technologique va arriver dans un futur proche, durant lequel l'intelligence artificielle va surpasser l'intelligence humaine, d'accord. Et où les progrès technologiques seront tels que l'humanité sera transformée de manière radicale et irréversible. Selon la théorie de la singularité, la vitesse à laquelle progresse l'intelligence artificielle finira par atteindre une vitesse tellement élevée qu'il sera impossible pour les êtres humains de suivre le mouvement. Il pense que cette singularité arrivera d'ici 2045. Mais déjà, dès 2030, Ray Kurzweil pense que l'humanité sera capable, grâce aux IA, de développer des technologies nécessaires pour soigner toutes les maladies et renverser les effets de l'âge. Il pense même que certains humains pourront devenir immortels. Une folie possible grâce à l'avènement de la nanorobotique dans le secteur de la médecine. Des nanorobots pourraient en effet réparer en permanence notre ADN et soigner nos différentes maladies, nous permettant ainsi de survivre indéfiniment. Ray Kurzweil vient de réitérer cette révélation dans différentes vidéos pour la chaîne Adagio. Ces nanorobots pourraient également permettre à l'être humain de vivre comme il l'entend et de supporter tous les excès, nourriture, alcool, tabac, drogue, sport à haut niveau, etc. Encore plus fou, ces nanorobots protégeront les humains contre toutes les maladies, contre la prise de poids et même contre la fatigue. Une dinguerie qui deviendra encore plus folle d'ici 2045. Toujours selon lui, une fois cette date atteinte, les humains et les machines fusionneront pour donner des sortes de cyborgs, comme Jean-Claude Van Damme dans Cyborg. Faudra qu'on fasse une review de ce film un jour, parce que c'est pas possible, je ne peux pas l'éviter. Et j'imagine que comme dans Cyborg, à partir de 2045, dans le futur, tout le monde pourra faire un écart fessier ou écart facial comme Jean-Claude Van Damme. Grâce aux nanorobots. Évidemment, ces prédictions peuvent paraître irréalisables. Pourtant, déjà par le passé, Ray Kurzweil a prédit la généralisation des ordinateurs personnels et l'utilisation des smartphones dès 2009. De quoi laisser rêveurs les amateurs de science-fiction. On a eu des commentaires... Ah ouais, ce genre de prévision totalement ouf. Tiens, encore 2030, bizarre tout de même. Alors si le gars... Alors ça doit être un commentaire de Jean-Marie Bigard. Alors si le gars a prédit la généralisation des smartphones en 2009, alors que l'iPhone est sorti en 2007, le gars... Et sinon, on attend toujours les voitures volantes depuis plusieurs décennies. Mais on y arrive, les voitures volantes. Avec ces fameuses voitures qui utilisent le mode de propulsion des drones. Et les sabres laser? Les sabres laser, on y arrive aussi, les gars. L'un des plus grands visionnaires en la matière, c'est Isaac Asimov. L'homme bicentenaire et son adaptation au cinéma en sont de bons exemples. L'avènement cyberpunk de Gibson. En 1980... En 1980 ou 1960 ? C'est 1980. On prédisait pour 2000 des capsules pour nourrir l'homme, des voitures volantes en pagaille, des cargos fonctionnant à l'atome nucléaire,
des piscines où l'homme entre habillé et ressort corps et vêtements propres et secs, et où on pourrait vivre dans l'eau en respirant comme des poissons. C'est intéressant, hein? Alors évidemment, du coup, j'étais voir un peu ce que c'est les nanorobots. Un nanorobot ou nanite, c'est un robot dont les composants sont à une échelle nanométrique, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 mètres, fabriqué grâce aux nanotechnologies émergentes. La nanorobotique fait référence au domaine d'ingénierie qui s'intéresse à la conception et la construction des nanorobots, dont les dimensions varient entre 0,1 et 10 micromètres, et qui ont des composants moléculaires ou à base d'ADN. En général, de telles machines sont à l'étape de recherche, mais quelques appareils moléculaires ont été mis à l'épreuve. Un exemple est un détecteur ayant un interrupteur de 1,5 nanomètre de largeur, capable de compter des molécules précises dans un échantillon chimique. Les nanorobots pourraient trouver leur première application utile dans la médecine, servant à repérer et anéantir des cellules cancéreuses. Ah, ça, on va y arriver très vite. Effectivement, les nanorobots pour éliminer les cellules cancéreuses. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a eu un article qui disait que aujourd'hui, on pouvait soigner le cancer. Si je crois pas dire de bêtises. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est sorti il n'y a pas longtemps. Une autre application possible serait de détecter des produits chimiques toxiques dans l'environnement et mesurer leur concentration. L'université Rice a créé une voiture à molécules uniques avec des Buckminster Fullerene en guise de roue, produite par un processus chimique. Un robot capable d'interactions précises avec des objets microscopiques ou capable d'effectuer des manipulations à l'échelle nanométrique. Donc pareil, je vous mettrai les liens en description de la vidéo si vous voulez creuser un peu plus le sujet. Et voilà en gros à quoi ça correspond, enfin à quoi ça peut ressembler. Ce genre de nanorobot, ce genre-là, honnêtement j'y crois pas trop, hein, parce que c'est un petit peu trop mécanique à mon goût. Mais je dirais plus ce genre-là, un peu comme les pieuvres, les méduses dans Matrix. Je dirais que ça ressemblerait beaucoup plus à quelque chose d'organique dans ce style-là. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Ouais, voilà. Ça par exemple, voilà. Voilà un exemple. Imprimer des nanorobots pour attaquer les tumeurs. Voilà un bon exemple de nanorobot. C'est impressionnant, hein, qu'on soit arrivé à ce genre... Ça aussi, là. Là, du coup, ça ressemble tout à fait à une cellule lambda qu'on pourrait avoir dans l'organisme, sauf que là, c'est une cellule artificielle qui a été créée en laboratoire et qui permet qu'on injecte dans votre corps pour réparer vos cellules ou alors pour détruire d'autres cellules... cancéreuse. Impressionnant. Imaginez aussi, d'un côté plus négatif, des nanorobots utilisés comme armes bactériologiques. C'est-à-dire que... Est-ce que les virus d'aujourd'hui, dont notamment un certain C1.9... pour ne pas paraître complotiste. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce genre de virus pourrait être composé de nanorobots qui auraient été... Est-ce qu'on peut imaginer des virus qui seraient créés de toutes parts en laboratoire et à l'aide de ce genre d'outils et qui seraient quasiment une arme... l'arme ultime, en fait. L'arme contre laquelle tu ne peux rien. Impressionnant, impressionnant.
Et j'imagine effectivement que si on a accès à ce genre de technologie, un jour, si l'immortalité est accessible à l'être humain, comme toutes les nouvelles technologies, j'imagine qu'il y a un certain délai, il y a un certain temps de latence qui fait que tout le monde n'y a pas accès dans un premier temps. Évidemment, ce sont toujours les privilégiés qui y ont accès en premier. Mais quelque part, c'est peut-être pas si négatif que ça, parce que en tous les cas, ce seront les premiers à utiliser ce genre de technologie qui aussi seront les premiers à essuyer les plâtres. Donc s'il y a des effets indésirables, des effets secondaires négatifs, ce seront les premiers à en accuser le contre-coup. Mais évidemment, c'est sûr que si on découvre que l'immortalité est possible, il y en a qui vont se battre, qui vont se presser au portillon pour être les premiers à débourser, à dépenser des millions, des milliards de dollars pour pouvoir se payer leur dose et pour pouvoir être de cette manière immortel, pour en quelque sorte stopper le vieillissement des cellules humaines. Parce qu'en fait, c'est inscrit dans notre génome, quelque part dans notre ADN, que nos cellules sont programmées pour mourir au bout d'un certain temps. Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, c'était un scientifique, des chercheurs qui avaient fait ces déclarations-là, qui avaient officialisé ça, et en fait, il stipulait que c'était marqué dans notre ADN et que notre horloge biologique disait que on était fait pour vivre 100 ans sur Terre et qu'on ne pouvait pas vivre au-delà. On était programmé pour ça en quelque sorte. Imaginons qu'on pourrait intervenir sur en quelque sorte, entre guillemets, cette obsolescence programmée de l'être humain, et qu'on pourrait déplacer les curseurs de manière à prolonger cette obsolescence. Est-ce qu'on pourrait programmer, est-ce qu'on serait capable aujourd'hui ou dans quelques années, comme le dit notre cher Kurt, est-ce que l'être humain sera un jour capable de changer cette programmation grâce à ces petits éléments extérieurs, sans avoir d'effet négatif, sans que ce soit néfaste pour l'être humain, pour lui permettre d'arriver à cette forme d'immortalité, ou cette phase où nos cellules ne meurent plus, ne dépérissent plus en fait. Elles sont permanentes. Il n'y a plus cet aspect d'usure, cet aspect elles entrent dans une phase où la durabilité est illimitée. Mais j'imagine que alors déjà, d'une part, il faudrait arriver à trouver le curseur ou à agir sur ce point, ce détail qui fait qu'on est programmé, c'est-à-dire il faudrait changer cette programmation. Et deuxièmement, si on n'arrive pas à changer cette programmation de la durée de vie, la durée de vie de nos cellules, il reste cette option des nanorobots qui, pour pallier cette durée de vie limitée, les nanorobots peuvent, à ce moment-là, tuer les tumeurs ou les facteurs qui vont accélérer la détérioration de nos cellules, ou qui vont accélérer le processus vers la mort programmée de nos cellules. C'est un truc très vaste, un champ de recherche très vaste. Je crois même d'ailleurs que les frères Bogdanov avaient écrit un livre dernièrement avant de mourir sur des découvertes récentes qui avaient été faites sur l'immortalité, et notamment sur des recherches qui avaient été faites sur des souris, et que en fait on était vraiment pas loin de une grande découverte sur l'immortalité. Mais même si on faisait ce genre de découverte, imaginons, est-ce que certaines personnes qui sont privilégiées, des milliardaires, des gens très riches,
n'auraient pas intérêt à garder secret ce genre de découverte pour le garder pour eux. Et ne pas en faire partager un maximum de gens. Parce que imaginez que vous avez cette découverte. C'est comme la découverte du pétrole, c'est comme la découverte des premières pépites d'or ou des choses comme ça. Vous avez une richesse entre les mains. Donc à partir du moment où vous avez une richesse entre les mains, vous avez un moyen de pression sur les autres. Et donc vous avez, grâce à ce moyen de pression, vous avez un moyen de gagner en pouvoir. C'est une forme de pouvoir que vous avez sur la société dans laquelle vous vivez. Et ce pouvoir peut vous permettre de vous protéger vis-à-vis des autres. C'est très, il y a toute une stratégie aussi par rapport à tout ça qui est liée. Et on le voit bien aujourd'hui. D'ailleurs, on en parlera de ce film La vie après nous, qui fait allusion à cette fin programmée, cette chute imminente de la société dans laquelle on vit, qui prétend qu'il y aurait des messages cachés dans ce film qui disent que on arrive au bout d'un système et que la chute est imminente, et qu'aujourd'hui on voit très bien les premiers signes dans la vie de tous les jours, et que on voit de plus en plus à travers le monde des milliardaires qui se font construire des bunkers, des lieux sécurisés sur des îles privées en prévision de ce grand point de rupture, ce point où à un moment donné, ce point d'effondrement où notre monde moderne risque de s'effondrer, et où évidemment on va basculer dans une lutte pour la survie, et les privilégiés évidemment risquent de se précipiter en priorité vers les lieux qu'ils auront auparavant sécurisés, de manière à se protéger un maximum, eux et leurs familles. Et là, avec la question de l'immortalité, on est tout à fait dans le même type de sujet. C'est-à-dire que qui aura la chance d'être parmi les tout premiers, les initiés, à bénéficier de cet outil-là, de ces outils-là, parce que, encore une fois, ce sera un avantage stratégique, un avantage psychologique, un avantage à différents niveaux, et donc une forme de pouvoir sur les autres. Donc c'est comme l'intelligence artificielle, plein de choses. Les gens qui sont les premiers en général à faire une grande découverte, eh bien ils ont une mine d'or entre les mains. Et donc la question c'est d'arriver à faire fructifier tout ça, cette grande découverte, et d'arriver à ne pas se faire voler ses idées ou se faire voler ses découvertes par d'autres qui sont beaucoup plus ambitieux et qui ont beaucoup moins de scrupules. On avait parlé dans une précédente vidéo de Thomas Edison, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'invention le contrôle de l'électricité par Nikola Tesla, les ampoules, etc. Nikola Tesla avait inventé le système des ampoules à durée de vie illimitée. Les ampoules éternelles. D'ailleurs, il y en a une qui est toujours allumée actuellement je crois, dans une caserne de pompiers en plein New York. Elle est allumée depuis le début du XXe siècle. Elle est allumée en permanence. Elle ne s'est encore jamais éteinte. Et d'ailleurs, des touristes, ils vont visiter régulièrement ce musée des pompiers et voir, contempler cette ampoule qui est toujours là, allumée, et qui ne veut pas s'éteindre. Et donc, cette technologie-là aussi, la découverte de tout ce qui est lié à l'électricité, le contrôle de l'électricité, tout ça, c'était une forme de pouvoir. Et donc, quand vous avez une forme de pouvoir, une nouvelle création qui est là, eh bien, ça crée, naissent des envies, des jalousies, ça crée des envies. Des personnes veulent s'approprier ce que vous avez découvert, parce qu'elles veulent avoir ce pouvoir. Voilà les amis. Donc j'espère que cette vidéo était intéressante, que vous aurez au moins appris quelques petites choses par rapport à tout ça.
Peut-être êtes-vous vous-même dans cette phase de recherche de l'immortalité, je ne sais pas. Peut-être êtes-vous vous-même un scientifique. N'hésitez pas en tous les cas à réagir dans les commentaires de cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, à me partager vos réflexions sur la question. Moi, évidemment, en tous les cas, la meilleure chose que j'ai trouvée pour l'instant, de cultiver l'immortalité, ou en tout cas d'essayer de l'atteindre au maximum, de prolonger ma vie sur cette terre, eh bien, c'est d'avoir une alimentation saine, de boire le moins d'alcool possible et de continuer à faire du sport tous les jours, et essayer d'éviter le maximum possible les soucis. Et accessoirement aussi de faire des vidéos pour la TV42, faire des vidéos sur YouTube, pour parler librement, faire ce qu'on a envie, faire ce qu'on aime, voilà. Continuer à cultiver sa passion, faire ce qu'on aime, ça c'est très important. Pour la détente, pour éviter le stress, tout ça. Et garder le sourire, très important. Là d'ailleurs, tel que vous me voyez, j'ai 25 ans. Allez, fini de rigoler. On se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. C'était DosGeek sur la TV42. D'ici la prochaine vidéo, laissez parler le geek qui est en vous. On se retrouve très vite. Gros bisous à tous. Arrêtez de déconner, allez faire du sport. Et on se retrouve très vite. Bye.